Nous allons voir dans ce paragraphe le théorème d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc dans tout ce paragraphe, U1UP désigne une famille finie de vecteurs 2. Et donc le théorème d'orthonormalisation de Gram-Schmidt dit que si on suppose que la famille U1UP est libre, alors il va exister une unique famille orthonormée, qu'on va appeler W1 jusqu'à WP, qui vérifie deux conditions. Donc la première, c'est que pour tout i, WI appartient à l'espace engendré par les vecteurs U1 jusqu'à UI. Donc c'est-à-dire que W1 appartient à la droite engendrée par U1, donc ils sont collinéaires. W2 va appartenir à la droite engendrée par U1, U2. Donc là, W2 est coplanaire avec U1, U2. Et puis, etc. Et ensuite, pour tout i, le produit scalaire UIWI va être strictement positif. Donc là, intuitivement, vous avez vu au lycée que en dimension 2 dans le plan, le produit scalaire entre U et V, on peut le calculer avec la formule norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle UV. Donc si le produit scalaire est strictement positif, c'est que le cosinus de l'angle UV est strictement positif, donc que cet angle est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et donc que c'est un angle aigu. Donc par généralisation, en dimension quelconque, lorsque le produit scalaire est strictement positif, on dit que les deux vecteurs forment un angle aigu, et lorsque le produit scalaire est strictement négatif, on dit que les deux vecteurs forment un angle obtus. Lorsque le produit scalaire est nul, on a dit que les vecteurs étaient orthogonaux. Et donc en fait, on va donner un algorithme donc qui est programmable en Python, et donc on peut faire les calculs à la main aussi, qui permet de passer d'une famille libre à une famille orthonormée. Et il y a unicité de cette famille grâce à ces deux conditions. Alors on verra dans la démonstration qu'on va montrer plus que cette première condition. On va en fait montrer que pour tout entier k entre 1 et p, les vecteurs U1 jusqu'à UK engendrent le même espace que les vecteurs W1 jusqu'à WK. Donc au départ, W1 engendre la même droite que U1. Ensuite, W1 et W2 engendrent le même plan que U1, U2. Et puis etc. Donc comme ça, les espaces grossissent en restant toujours égaux. Alors l'idée, c'est que pour passer des vecteurs U au vecteur W, qui doivent être orthonormés, on va passer par une étape intermédiaire. Ce sont des vecteurs V qui vont être orthogonaux, et ensuite les vecteurs W vont être orthonormés. Donc au départ, pour V1, on prend le vecteur U1, et puis on le divise par sa norme, et on obtient le vecteur W1. Ensuite, le vecteur V2, on prend le vecteur U2, et on lui rajoute une constante fois W1 pour qu'il devienne orthogonal à W1. Et ensuite, une fois que V2 est orthogonal à W1, on le divise par sa norme pour obtenir W2. Ensuite, pour le vecteur V3, on prend le vecteur U3, puis on lui rajoute une combinaison de W1 et W2 pour qu'il soit orthogonal à ces deux vecteurs. Et puis on le divise par sa norme pour obtenir W3. Donc si on regarde ça sur un dessin, donc au départ on a notre vecteur U1, on le divise par sa norme et on obtient un vecteur W1 qui est de norme 1. Ensuite on imagine que U2 est comme ceci, donc au départ U1 et U2 ne sont pas orthogonaux. Donc à U2 on ajoute un vecteur qui est collinaire à U1 pour obtenir un vecteur V2 ici qui va être orthogonal à W1. Et ensuite on le divise par sa norme, on obtient W2. Ensuite, on a un vecteur U3 qui est comme ça, donc qui n'est pas coplanaire avec U1, U2 parce que la famille est libre. Alors ce vecteur U3, on fait ce qu'on appelle un redressement, c'est-à-dire que on prend un vecteur qui est coplanaire à W1, W2, donc de la forme lambda W1 plus UW2, et on choisit ce vecteur de telle sorte que U3 devienne orthogonal à W1 et W2. Donc on appelle ça le redressement. Et donc U3 plus lambda W1 plus UW2, ça donne ce vecteur V3, donc qui est orthogonal à W1, W2. Et là, en divisant par la norme de V3, on obtient W3, qui est toujours orthogonal à W1, W2, et puis qui est
unitaire, c'est-à-dire de norme 1. Puis ensuite on continue, mais on ne peut plus faire de dessin puisqu'on arrive en dimension 4. Alors on verra donc que la formule générale est la suivante. Le vecteur WK, donc vous le construisez à partir de UK. Vous ajoutez une combinaison linéaire des vecteurs WJ que vous avez déjà construit avant, au K-1, K-1 étape précédente. Et les coefficients sont donnés par des produits scalaires. Et ensuite vous divisez par la norme pour obtenir un vecteur de norme 1. Donc ça, cette parenthèse, c'est le vecteur qu'on a appelé VK. Et on fait VK divisé par la norme de VK. Alors attention, on verra que dans les calculs, pour WK, vous réutilisez les K-1 premiers vecteurs que vous avez calculés. Donc la moindre erreur de calcul se répercute complètement sur les étapes suivantes. Et tout est faux, donc il faut absolument éviter ces erreurs de calcul. Alors voyons voir la démonstration du théorème de Gram-Schmidt. Donc ça se démontre par récurrence sur le nombre de vecteurs de notre famille. Donc pour P un entier naturel non nul, on note HP le prédicat. Si U1UP est une famille libre de P vecteurs de E, alors il existe une unique famille orthonormée W1 jusqu'à WP, telle qu'on ait les deux conditions suivantes. Pour tout I, WI appartient à l'espace engendré par U1 jusqu'à UI, et pour tout I, UI scalaire WI est strictement positif. Donc on commence par l'initialisation pour P égale 1. Donc on se donne un seul vecteur qu'on appelle U1, qui forme une famille libre, c'est-à-dire simplement que U1 n'est pas le vecteur nul. Alors par séparation et positivité de la norme, on peut dire que sa norme est strictement positive. Et donc pour montrer l'existence et l'unicité de W1, qui est orthonormé tout seul, c'est-à-dire qui est de norme 1, et qui vérifie ces deux conditions, on procède par analyse-synthèse. Donc dans l'analyse, on suppose qu'il existe un vecteur W1, tel que sa norme est égale à 1, c'est parce qu'il doit être orthonormé. Ensuite, W1 appartient à un vecteur de U1, et puis U1 scalaire W1 est strictement positif. Alors comme W1 est dans vecteur de U1, et comme U1 est non nul, il existe un scalaire alpha, un réel alpha, tel que W1 c'est alpha U1. Mais alors on a la norme de W1 qui vaut 1, et par homogénéité de la norme, ça fait valeur absolue de alpha fois la norme de U1. Donc on en déduit que valeur absolue de alpha, c'est 1 sur la norme de U1. Et donc alpha, c'est plus ou moins 1 sur la norme de U1. Ensuite, on écrit U1 scalaire W1, ça doit être strictement positif. Donc par linéarité à droite, U1 scalaire W1, ça fait U1 scalaire alpha U1, on sort alpha, ça fait alpha norme de U1 carré. Donc ce terme est strictement positif, U1 scalaire W1 c'est strictement positif, donc alpha est strictement positif. Et donc ici on garde le plus, alpha c'est 1 sur la norme de U1. Et donc conclusion, le vecteur W1 ça ne peut être, s'il existe, que U1 divisé par sa norme. Donc s'il existe, il est unique. Donc dans la synthèse, on choisit ce vecteur W1. Donc c'est bien un vecteur de E, il est bien de norme 1, il est bien dans vecteur de U1. Et si vous faites U1 scalaire W1, par linéarité à droite, ça fait 1 sur norme de U1, U1 scalaire U1. Mais U1 scalaire U1, c'est la norme au carré. Donc ça fait norme de U1 qui est strictement positive. Donc on a bien rempli nos conditions. Et donc W1 existe et il est unique. Et on a montré notre prédicat H1. Alors ensuite, on prend P un entier naturel non nul pour lequel H indice P est vrai. Et on va montrer que c'est vrai au rang P plus 1. Pour cela, on se donne P plus 1 vecteur de E qui forme une famille libre. Et donc on remarque que les vecteurs U1 jusqu'à UP forment aussi une famille libre, puisque c'est une sous-famille d'une famille libre. Donc on peut leur appliquer le prédicat HP, qui nous donne l'existence et l'unicité de vecteurs W1 jusqu'à WP, qui sont orthonormés et qui vérifient les conditions demandées, c'est-à-dire ceci. Donc ce qui reste à faire, il reste à prouver l'existence et l'unicité du vecteur WP plus 1, et là on procède par analyse-synthèse. Donc dans l'analyse on suppose qu'il existe, donc qui vérifie que la famille W1 jusqu'à WP plus 1 est orthonormée, que WP plus 1 est dans l'espace engendré par mes P plus 1 vecteurs, et que UP plus 1 scalaire WP plus 1 est strictement positif. Alors on va essayer de le calculer. Donc comme WP plus 1 est dans cet espace,
il existe P plus 1 réel, tel que WP plus 1, s'écrit comme ceci. Dans cette somme, on sort le dernier terme, avec la relation de Chasles. Alors, mais d'après notre prédicat au rang P, W1 est dans vecte de U1, W2 est dans vecte de U1, U2, et WP est dans vecte de U1 jusqu'à UP. Donc les vecteurs W1 jusqu'à WP, ils sont tous dans vecte de U1, UP, donc qui contient tous les espaces précédents. Et donc l'espace qu'ils engendrent est inclus dans vecte de U1 jusqu'à UP. Puisqu'on a vu que l'espace engendré, c'est le plus petit SEV qui contient les vecteurs. Alors, mais notre famille U1 jusqu'à UP, elle est libre, par hypothèse. Et notre famille W1 jusqu'à WP, elle est orthonormée, donc elle est libre aussi. Ça, c'est un théorème de ce chapitre. Donc, mes deux espaces ici sont de dimension P, et comme ils sont inclus, ils sont égaux. Donc, ma somme ici, somme des alpha j uj, c'était un vecteur de vecte de U1 jusqu'à UP. Et donc, c'est aussi un vecteur de vecte de W1 jusqu'à WP. Donc, il existe des réels que j'appelle β1 jusqu'à βp, tels que somme des alpha j uj, ça fait somme des β j wj. Donc, je le réinjecte dans cette formule, et j'obtiens que WP plus 1, c'est la somme pour j lambda 1 p des β j wj plus alpha p plus 1 up plus 1. Alors maintenant, on va essayer de calculer β j. Donc on fixe k entre 1 et p. On a wk qui est orthogonal à wp plus 1, puisque les w forment une famille orthonormée. Donc le produit scalaire wk scalaire wp plus 1 est égal à 0. Alors dans ce produit scalaire, je remplace wp plus 1 par cette quantité, et j'utilise la linéarité à droite. Donc 0 égale, donc je vais avoir la somme des β j wk scalaire wj, plus alpha p plus 1, wk scalaire up plus 1. Mais mes w sont orthonormés, c'est-à-dire que wk scalaire wj, ça fait 0 si k n'est pas égal à j, et sinon ça fait 1 si k égale j. Donc dans ma somme ici, tous les termes sont nuls, sauf quand j est égal à k. Donc il reste βk fois 1, ça fait βk. Et ce terme, on ne l'a pas touché. Et donc, on fait passer ce terme à gauche, ça fait βk égale ça. Et donc, on a bien calculé les βk pour tout k. Alors là, on change le nom des variables. K, je l'appelle j. Donc, ça fait βj égale, ici, j'ai wj. Et je le réinjecte dans la somme qui est ici. Donc, j'obtiens que wp plus 1, c'est alpha p plus 1 que j'ai pu mettre en facteur, fois moins la somme des wj, scalaire up plus 1, fois wj, plus up plus 1. Donc là, dans cette formule, la seule inconnue qui reste, c'est le scalaire alpha p plus 1. Tout le reste, ce sont des données de l'énoncé. Alors ensuite, j'utilise que wp plus 1 est norme 1. Et donc, dans ce calcul, là, je garde wp plus 1. Et ce vecteur wp plus 1, je le remplace par tout ça. Et j'utilise la linéarité à gauche. Donc ça fait 1 égale moins somme des wj up plus 1 qu'on sort, wj scalaire wp plus 1. En fait, c'est au carré. Plus alpha p plus 1 qu'on sort, up plus 1 scalaire wp plus 1. Donc ça fait ça. Et alors dans la somme qui est là, j va de 1 à p. Donc ici, wj scalaire wp plus 1, ça vaut 0, puisqu'ils sont orthogonaux. Donc il reste que ce terme. Ensuite, ce produit scalaire, on a supposé qu'il était strictement positif. Donc on en déduit que alpha p plus 1 est strictement positif. Alors, si on reprend cette formule et qu'on passe à la norme, par homogénéité, je peux sortir valeur absolue de alpha p plus 1, mais comme il est strictement positif, je peux sortir alpha p plus 1. Et donc j'obtiens que alpha p plus 1, c'est 1 sur cette norme. Et donc si on réinjecte, on a trouvé la formule souhaitée pour wp plus 1. Et donc si je sais calculer w1 jusqu'à wp, je sais calculer wp plus 1. Donc s'il existe, il est unique.
Alors dans la synthèse, on définit WP plus 1 avec cette formule. Donc c'est déjà clair qu'il est norme 1 parce que c'est un vecteur divisé par sa norme. Ensuite, on va montrer qu'il est orthogonal à W1 jusqu'à WP. Donc pour K entre 1 et P, on calcule W1P plus 1 scalaire WK. Par linéarité à gauche, on développe comme ceci. Donc ce terme est nul sauf si J égale K. Donc il reste qu'un seul terme, c'est quand J égale K. Et ici, donc on a UP plus 1 scalaire WK moins WK scalaire UP plus 1. Ces deux termes sont égaux par symétrie du produit scalaire, donc ça fait 0. Donc on a bien une famille orthonormée. Ensuite, par construction, WP plus 1, il est combinaison linéaire de W1 jusqu'à WP et de UP plus 1. Donc ce qu'on a écrit là. Mais W1 jusqu'à WP sont combinaisons linéaires de U1 jusqu'à UP. Donc on voit facilement que WP plus 1 est combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UP plus 1. C'était la deuxième condition qu'on souhaitait. Et enfin, troisième chose, donc si je calcule la norme au carré de WP plus 1, donc ça fait 1, puisqu'on a dit qu'il était normé. Et si je remplace WP plus 1 ici par son expression, et que je développe par linéarité à gauche, donc toujours avec les mêmes arguments, j'arrive à ceci. Et donc ici c'est strictement positif, ici aussi, donc ce produit scalaire est strictement positif. Donc ils forment bien un angle aigu. Donc ce vecteur vérifie toutes les conditions souhaitées. Et donc par récurrence, on a bien montré l'existence et l'unicité de WP plus 1, et donc que le prédicat HP est vrai pour tout entier P. Alors, donc on va voir comment appliquer cet algorithme sur des exemples. Donc premier exemple, un exemple dans R-cube. On va orthonormaliser la famille qui est proposée. Alors si on ne précise pas, c'est que dans R-cube, on prend le produit scalaire canonique. Donc nos trois vecteurs, on les appelle U1, U2, U3, et R-cube est muni de sa structure euclidienne canonique. Donc il faut montrer que cette famille est libre. Bon, ça, on ne va pas le refaire ici puisqu'on sait bien le faire. Donc on peut utiliser notre algorithme de Gram-Schmidt. Alors première étape, on construit le vecteur W1. Donc on pose V1 égale U1 au départ. Et ensuite, W1, c'est V1 divisé par sa norme. Donc ici, la norme d'un vecteur avec le produit scalaire canonique, c'est racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Donc ça fait 1 sur racine de 2 fois ce vecteur. Alors deuxième étape, j'utilise la formule qui est là. Donc on pose V2 égale U2 moins U2 scalaire W1 fois W1. Donc là, on voit qu'on réutilise notre vecteur précédent. Donc il ne faut pas s'être trompé. Donc on calcule le produit scalaire qui est là. Donc ça donne ceci. Alors le 1 sur racine de 2, on peut le mettre en facteur ici. Et donc il reste U2 produit scalaire avec ce vecteur. Donc ça fait 1 fois 0, plus 0 fois 1, plus 1 fois 1, ça fait 1. Donc j'ai 1 sur racine de 2 fois 1. Et ensuite W1, c'est 1 sur racine de 2, 0, 1. Donc on continue le calcul, on arrive là, c'est le vecteur V2. Sa norme, c'est racine de 6, donc notre vecteur W2, c'est... Alors sa norme, non, c'est pas racine de 6, ça doit être racine de 6 sur 2. Donc on va la calculer. La norme de ce vecteur, ça fait 2 au carré plus 1 plus 1, ça fait 6. Donc la norme de V2, c'est racine de 6 divisé par 2. Oui. Donc ici, on avait 2 sur racine de 6 fois 1,5. Donc les deux se sont simplifiés et on trouve ça. Donc là, encore une fois, on va utiliser ce vecteur W2 dans la suite. Donc il faut être sûr de ne pas s'être trompé. Alors, pour vérifier, W2 doit être orthogonal à W1. Donc on calcule un produit scalaire ici. Donc on sort les 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 6 devant. On fait 0 fois 2, plus 1 fois moins 1, plus 1 fois 1, ça fait bien 0. Puis on peut vérifier qu'il est bien normé. Donc là, la norme de ce vecteur, c'est racine de 6 divisé par racine de 6, ça fait 1. Alors, troisième étape, notre vecteur V3, il est défini comme ceci.
Donc là, encore une fois, on calcule les produits scalaires. Ensuite, on fait les soustractions de vecteurs et on trouve celui-ci. Et puis on le divise par sa norme et on obtient notre vecteur W3. Pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, on vérifie que W3 est orthogonal aux deux premiers et qu'il est normé 1. Donc d'après le théorème de Gram-Schmidt, notre famille W1, W2 est orthonormée. Donc on ne sait pas encore à quoi ça sert, mais on peut voir qu'elle a des propriétés similaires à la première famille. Donc les premiers vecteurs engendrent la même droite, les deux vecteurs suivants engendrent les mêmes plans, puis ensuite le même espace, et puis les angles sont toujours aigus. On peut préciser ceci. Sur mon dessin, là, le vecteur W3, il aurait pu être vers le bas ici. Mais dans ce cas-là, ici, l'angle U3W3, il est aigu. Si le vecteur est en bas, j'aurai un angle obtus comme ça. C'est un angle orienté. Donc pour avoir unicité, il fallait bien avoir un angle aigu. Alors, un exemple plus calculatoire. Donc, on prend l'espace R2 crochet X, c'est-à-dire l'espace des polynômes de degré plus petit que 2, et on le munit de ce produit scalaire. Et donc on part de la base canonique et on lui applique l'algorithme d'orthonormalisation. Alors le fait qu'on définisse bien un produit scalaire, ça sera démontré dans le TD. Donc on va pas le faire ici parce que c'est un peu long. Donc là on va dire qu'on l'a déjà fait. Alors la base canonique c'est 1xx carré, elle est libre parce que c'est la base canonique, donc on peut utiliser l'algorithme. Alors là c'est des polynômes, donc au lieu d'appeler les vecteurs UVW, c'est des polynômes que je vais appeler PQR. Donc P c'est les polynômes de départ, Q c'est l'étape intermédiaire, et R ce seront mes polynômes qui feront une famille orthonormée à la fin. Donc au départ Q1 c'est P1 qui vaut 1. Ensuite je calcule la norme de Q1. Donc la norme d'un polynôme P au carré c'est P scalaire P, donc ça fait l'intégrale de P de T au carré. Et donc la norme d'un polynôme c'est racine carrée de l'intégrale de ce polynôme au carré. Ensuite, tant qu'on est ici, deuxième chose à laquelle il faut faire très attention, un polynôme P on l'écrit P de grand X, mais quand je fais des calculs de produits scalaires, c'est pas P de grand X qu'on met, c'est P de T. Il faut évaluer mon polynôme en T, où T c'est la variable d'intégration. Donc vous ne devez pas avoir de grand X dans les intégrales, il faut remplacer tous les grands X par des lettres T. Donc ici, la norme au carré de Q1, c'est l'intégrale de 1 au carré, qui fait 1. Entre moins 1 et 1, on trouve 2. Donc c'est la norme au carré. Donc la norme, c'est racine de 2, et donc je divise par racine de 2. Et donc mon polynôme R1, c'est 1 sur racine de 2. C'est un polynôme constant. Deuxième étape, on fait Q2 moins égale P2 moins P2 scalaire R1 fois R1. Alors je calcule ce produit scalaire. P2 scalaire R1, P2 c'était X, donc dans l'intégrale ça devient T. Et R1, c'est 1 sur racine de 2. Donc ici, il manque la racine. Et alors pour simplifier les calculs d'intégrale, il faut voir qu'on intègre de moins 1 à 1, donc c'est un intervalle symétrique, et que je vais avoir des fonctions, des puissances de t paires ou impaires, donc des fonctions qui vont être paires ou impaires. Alors je sais que quand j'intègre une fonction impaire entre moins 1 et 1, je trouve 0. Donc ça, je vais le réutiliser plusieurs fois. Donc ici, il manque la racine, mais c'est pas grave, c'est quand même 0. Donc ce terme disparaît, 0. Il reste P2, ça fait X. Donc R2, c'est Q2 divisé par la norme de Q2. Or, la norme de Q2 au carré, c'est Q2 scalaire U2. Q2. Donc ça fait l'intégrale de moins 1. Donc je remplace Q2, c'était X, je le remplace par T dans l'intégrale. Donc comme c'est Q2 au carré, ça fait T au carré. Là, j'ai une fonction paire, donc ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à 1. Et T carré en primitive en T au cube sur 3, donc on trouve 2 tiers. Donc la norme de Q2, c'est racine de 2 sur racine de 3. Et donc quand je divise ici, ça fait racine de 3 divisé par racine de 2 fois x. Et donc, j'ai calculé mon polynôme R2 qui est là. Donc pour être sûr que je ne me suis pas trompé, je vérifie que R1 scalaire R2, ça fait 0, ils doivent être orthogonaux.
Donc quand je fais R1 produit scalaire avec R2, ça fait une intégrale de moins 1 à 1 de t, avec une constante devant. Et comme t est impair, ça fait 0. Et ensuite, R2 scalaire R2, il faut vérifier que ça fait 1. Donc ça fait la norme au carré, et c'est le calcul que j'ai fait ici. Alors troisième étape, on pose notre polynôme Q3. Donc là, j'ai deux produits scalaires à calculer. Alors si je fais P3 scalaire R1, P3 c'était grand X carré, donc ça devient T carré dans l'intégrale, et R1 c'était 1 sur racine de 2. Donc là, en utilisant que j'intègre une fonction paire, je trouve ça. Et P3 scalaire R2, donc P3 c'est X au carré qui devient T au carré, et R2, il est là, ça devient racine de 3 sur racine de 2 fois T. Donc j'ai du T cube, donc il manque dt ici, et comme j'intègre une fonction impaire, ça fait 0. Donc ce terme est nul, et donc il me reste X carré moins 1 tiers. Ensuite, je divise par la norme. Donc la norme de Q3 au carré, c'est l'intégrale de Q3 de t au carré. Donc là, je développe, je coupe par linéarité de l'intégrale, je fais des calculs, je trouve ça. Et donc, ça me donne mon polynôme R3 ici. Alors, je vérifie que R1 scalaire R3 et R2 scalaire R3, ça fait 0 en utilisant l'argument d'une intégrale d'une fonction impaire entre 1 et moins 1. Et là, je fais confiance à mes calculs puisque c'est beaucoup trop long de vérifier. Et donc, j'ai obtenu une famille qui est orthonormée pour ce produit scalaire. Donc il faut aussi se rappeler, pour terminer le paragraphe, que le fait d'être orthonormé dépend du produit scalaire qu'on choisit.